Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre rendez-vous féminin sur Télévision Hémicycle. S'il fallait décrire mon invité en une seule expression, je dirais femme noire, femme de pouvoir. D'une simplicité assez remarquable, elle s'est faite une place importante dans l'arène politique de notre pays en alliant plusieurs qualités dont intelligence, détermination et disponibilité. Personnalité publique à ne plus présenter, l'actuelle directrice de l'administration du parti Union progressiste Le Renouveau est diplômée en droit des affaires et carrière judiciaire. Elle est également spécialiste en management de l'administration et des organisations. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Dossi Segbeya Christelle Mundonumbo, épouse Alioza. Bonjour Christelle Mundonumbo et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Estelle, merci de recevoir Christelle pour les téléspectateurs de Télé Hémicycle. C'est ça. Vous avez tellement de titres, un parcours assez dense qu'on ne saurait tout énumérer sur ce plateau, encore moins tout dire. Mais déjà, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer votre carrière politique, votre carrière professionnelle par le journalisme, alors que de base, vous êtes entre autres diplômée en droit des affaires? Mais je pense que je suis une personne curieuse, je suis observatrice. En même temps, j'ai quelques passions, le sport. J'ai aussi comme passion d'aller vers les autres, de discuter avec les autres, d'informer les autres, d'aider les autres à se former et de m'informer et de me former. Et donc, comment je le fais? Je le fais en choisissant un canal qui me permet aussi d'aller vers les uns et les autres sans pouvoir être physiquement dans leur maison, mais de rester avec eux. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi d'aller vers la télé. Et par effraction, bien entendu, je me retrouve en ce moment-là, chaque lundi, tout au moins, je me retrouvais donc dans leur maison. Me retrouver dans leur maison, partager avec eux mes visions, mes aspirations, et aussi écouter les uns et les autres et que nous puissions ensemble trouver des solutions à certaines questions de notre pays, à certaines questions des communautés. Bien entendu que j'ai commencé par le sport qui est une passion pour moi et par la suite, je l'ai élargi dans plusieurs autres domaines. Donc, j'ai passé quelques années dans le journalisme, surtout au niveau donc de la télévision. Justement, de LC2 à l'ORTB, vous avez fait vos preuves en tant que journaliste sportive. C'est un monde très perçu comme étant exclusivement réservé aux hommes. Et pour une femme qui s'y est mise, il y a plusieurs décennies. Comment avez-vous pu gérer la pression et surtout les regards extérieurs? Oui, c'est vrai que la première fois que sur les petits écrans sur le petit écran, pardon, de la télévision, les Béninois et les Béninoises ont découvert une femme en robe. Je me rappelle bien de cela. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle vient chercher là? C'est avec le temps qu'ils ont compris que la femme peut partager les mêmes passions que les hommes. Et en fait, ce qui m'a plus aidé dans le domaine, surtout dans le domaine sportif, au niveau du journalisme, c'est le fait que je sois déjà arbitre de football et que je sois bien impliquée dans ce domaine. Et si vous êtes arbitre de football et que vous allez sur le terrain, vous arbitrez, vous êtes avec les hommes, je pense que vous avez les bagages qu'il faut pour vous retrouver de l'autre côté en tant que journaliste, reporter sportif avec les hommes. C'est tout aussi une question d'éducation. Moi, j'ai été éduquée dans un milieu où on n'était que des femmes, éduquées par un militaire qui n'avait que des filles, mais qui les a éduquées comme des enfants, c'est-à-dire les enfants qui soient hommes ou femmes ou garçons ou filles, la même éducation. Et donc, à travers mon éducation, j'ai appris aussi à me mettre dans ce milieu des hommes. Et quelles que soient les difficultés, je reste et puis on les gère. Ordinairement, entre les joueurs et les arbitres, ce n'est toujours pas la lune de miel. Est-ce qu'à l'époque, vous n'avez pas eu de difficulté à vous faire obéir par les hommes qui jouaient sur le terrain? Bien au contraire, oui. Les joueurs respectaient plus les quelques femmes qu'on était dans le milieu. C'est ça. Ah oui, on avait beaucoup de respect de la part des joueurs, même de nos camarades arbitres. Bon, bien évidemment, le public aimait nous voir. Vous comprenez pourquoi quand vous êtes une femme, vous vous mettez en short et que vous êtes sur le terrain. Ça fait plaisir aux hommes de découvrir
découvrir les femmes en short, etc. Mais au-delà de ça, je pense que le public apprécie aussi le fait qu'il y ait des femmes qui aient le courage de se mettre en short et de se mettre en ce temps-là en noir et de venir sur un terrain de football arbitré. Je pense que c'est des activités qui vous forment, c'est des activités qui vous forment, c'est des activités qui vous permettent de vous dire que oui, je peux et je peux encore continuer, je peux faire plus. Et moi, je pense qu'à travers les activités, les mouvements, etc., je pense que quand même, j'ai tiré un bon paquet en passant par l'arbitrage, en passant par le sport, le football, en passant par le scoutisme, etc. Je pense quand même que, bon, je suis restée toujours dans la communauté et donc j'ai intégré la communauté. C'est pour ça que je refuse de sortir de la communauté. J'ai dit, quel que soit les raisons, je serai avec la communauté et je pense que la communauté n'est pas non plus avec moi. Quel est le match qui vous a le plus marqué durant tout ce temps? Non, il y a positivement, négativement. Et positivement, nous avons eu à participer à faire des matchs à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. On a eu la chance aussi de faire les Jeux africains au Nigeria. Nous avons fait quelques matchs qui ont marqué plusieurs personnalités du mouvement sportif, surtout donc dans le milieu footballistique. Mais quand on parle des matchs qui ont marqué négativement, quand je dis négativement, en fait, c'est par rapport à ce qui s'est passé ou se passait sur les terrains. C'est pour ça que je dis négativement. Mais quand on analyse vraiment en profondeur, on se dit que c'est aussi des occasions, c'est des faits qui vous formatent, qui vous forment, qui vous aguerrissent. Vous savez, je me rappelle toujours de mes matchs arbitrés, peut-être à Havrancourt, dans un village de Havrancourt, dans un terrain même de sport, de collège de Havrancourt, ou à Djara, ou à Mistrété, ou à Sakété, où vous finissez le match à queue de poisson parce que les spectateurs vous commencez par lancer les pierres, etc., et que vous devez prendre la clé des champs et chacun essaye de sauver sa tête. C'est des choses que nous avons vécues en arbitrage et c'est des choses que j'ai vécues. C'est vrai que sur le coup, à des moments donnés, c'est inquiétant. On a toujours lutté pour qu'il n'y ait pas trop de violence sur les stades, mais c'est des choses que nous avons vécues et qui existent et qui continuent d'exister. On travaille sur ces questions de violence sur les stades, mais c'est des choses que nous avons vécues. C'est pas que les hommes qui ont vécu ces genres de choses, mais nous aussi, femmes, toutes les femmes de ma génération qui étaient dans l'habitat, c'est vrai qu'on n'était pas nombreuses, mais chacune de nous a pu vivre ces genres d'événements. Et en parlant de violence sur les stades, est-ce que vous pensez que des choses ont changé aujourd'hui? Oui, les choses ont changé. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience au niveau, bien entendu, des populations, mais aussi que les professionnels de l'arbitrage, donc, se sont améliorés. Les gens se forment un peu plus, les gens respectent un peu plus aussi les règles du jeu, l'application des règles du jeu. Les joueurs respectent un peu plus les arbitres aujourd'hui en les prenant quand même pour partie intégrante du jeu, en se disant que sans les arbitres, le foot, il n'y a pas de football. Donc, c'est des partenaires. Nous devenons partenaires sur les stades. Donc, de toutes les façons, aujourd'hui, il y a moins de violence sur les stades. Et puis, les pays ou les milieux dans lesquels se déroulent ces compétitions sont responsabilisés. Aujourd'hui, au niveau international, tout le monde sait que si vous recevez un match chez vous qui finit en queue de poisson avec des violences et ça, que vous aurez des sanctions. Vous serez amendé à payer peut-être des sommes importantes. Vous serez amendé surtout avec une sanction où vous recevrez pas pendant un bout de temps des matchs sur votre terrain. Donc, c'est des moyens qui permettent aujourd'hui de recadrer un peu, de réduire les violences sur les stades. Encore, sinon, je pense qu'il y a toujours quelques violences et il y a toujours des fanatiques sur les stades qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. Et l'effet de foule, c'est partout, c'est pas qu'au football. Vous avez tellement nourri cette passion pour le sport que ça vous a valu le poste de conseiller technique au ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs du Bénin, sous le président Boni Yaye. C'est vrai que je suis restée quelques années au ministère des Sports en tant que conseiller technique au sport. J'ai fait une très belle expérience à ce niveau-là. Nous avons travaillé, c'est vrai,
qu'on n'en fait jamais assez quand on a des ambitions pour le sport de son pays. On n'en fait jamais assez aujourd'hui. Les efforts continuent. Mais nous avons vécu de belles périodes avec, que ce soit l'équipe de football ou l'équipe de handball ou d'autres disciplines sportives. Je pense que chaque génération qui passe au niveau du ministère des Sports met sa touche pour que un jour le sport béninois puisse être un sport compétitif. Et je voudrais ouvrir cette parenthèse. Nous parlons tous de l'exploit de notre sœur Yarigo Noélie. C'est une dame que j'ai connue il y a de ça 15 ans, quand j'étais au ministère des Sports. Dans une situation aussi particulière, elle est restée accrochée. Et aujourd'hui, quand je la vois décrocher une médaille au plan mondial, je pense que c'est un bel exemple. Et c'est réjouissant. Ah oui, c'est réjouissant, c'est un bel exemple. Et cet exemple-là, je pense que nous devons le montrer à toutes les jeunes filles de notre pays pour dire qu'il faut toujours s'accrocher. C'est ça. Alors, vous étiez présidente du conseil d'administration de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire et vous avez été nommée directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Nous étions en 2015, si j'ai bonne mémoire. Comment expliquez-vous cette confiance qui avait été placée en vous? Non, d'abord, quand j'étais présidente du conseil d'administration de l'OBSU, en tant que représentante du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, d'alors, en ce moment-là. Et donc, c'est ce qui m'a valu cette position de représentation du ministère de l'enseignement supérieur, du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs au niveau de l'OBSU. Et l'OBSU, en ce moment-là, venait d'être créé, une structure qui devait accompagner donc dans la promotion et le développement du sport dans le milieu scolaire. Donc, c'était en qualité donc de représentante du ministre dans cette structure. Par la suite, c'est vrai que c'est toujours en 2015 par le président Yahi Boni, j'ai été nommée donc au COUSAC. Au COUSAC, je me suis retrouvée dans un milieu que je connaissais, que j'aimais. J'avais déjà fait environ 6 ou 7 ans au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et donc, j'étais en contact, que ce soit avec les étudiants, que ce soit avec les enseignants ou les administratifs de l'université. Et donc, je suis retournée à la maison. J'ai passé quelques mois au COUSAC. Et c'est vrai que jusqu'à ce jour, chacun en dit ce qu'il pense. Je pense avoir été à la tâche. J'ai été dans mon naturel, dans le travail comme d'habitude. Et donc, voilà justement vous demander, quand, en parlant de COUSAC, on se rappelle que dans la période, c'était un peu tendu entre les étudiants et vous. Les organisations syndicales des étudiants étaient en conflit permanent avec leur directrice que vous étiez. Et est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir comblé les attentes de cette communauté universitaire? C'est une vue d'esprit. Je crois que j'ai passé un peu moins de 9 mois à la tête du COUSAC et je pense qu'on a passé les meilleures périodes. C'est vrai que au départ, j'ai hérité des tensions qu'il y avait entre l'administration du COUS et les organisations estudiantines, mais par la suite, nous sommes compris. Et nous avons travaillé en confiance. J'étais pratiquement à un moment donné devenue leur confidente, même quand on devait régler certains problèmes et avec le COUS et avec le rectorat. Je pense qu'on a trouvé les voies et moyens pour régler certaines questions qui concernaient donc la vie des étudiants sur le campus. C'est l'un des meilleurs, quand même, l'une des meilleures expériences de ma vie. C'était court, mais c'était une très belle expérience et j'avoue que j'en garde encore les fruits parce que quand je sors, je me retrouve dans certains milieux. Je récolte les fruits. Les anciens étudiants ou responsables étudiants avec lesquels j'ai eu à travailler au cours me rendent service à mes proches. Et puis, même dans d'autres milieux, je vois qu'ils restent mes premiers défenseurs. On ne finit jamais de bénéficier du bien que l'on a fait, voilà. On va dire. Voilà. Alors, parlons à présent de votre palmarès politique, même si c'est évident qu'on ne peut pas aborder tous les paramètres sur ce plateau. En 2007, vous avez été aux élections législatives pour la première fois. Dites-nous déjà quand remonte votre entrée en politique. C'est vrai que la première fois que j'ai été aux élections sur une liste électorale, c'était en 2007. En 2007 pour les législatives. Mais j'étais déjà dans le milieu politique bien avant. La première expérience en 2007,
La deuxième expérience en 2011, où j'étais toujours suppléante d'un candidat qui a été élu, bien entendu, député à l'Assemblée nationale. J'ai refait l'expérience en 2019, infructueuse. En 2023, infructueuse. Mais je voudrais juste dire aux uns aux autres que je referai encore l'expérience. Mais justement, comment vous faites pour vous positionner sur la liste à chaque fois? Je vais vous le dire. Je vais la faire, je vais faire l'expérience, je vais la reprendre. Mais j'irai aux élections, je reprendrai, je continuerai le travail jusqu'au jour où peut-être que vous viendrez me filmer au pêchoir de l'Assemblée nationale. Je le ferai jusqu'au moment où j'atteindrai mes objectifs. C'est ça. Alors, comment je le fais? J'ai toujours été au sein des partis politiques. En 2007, bien entendu, on était FCBE où le patron de FCBE, en ce moment-là, a essayé une expérience en voulant envoyer 2 listes donc à l'Assemblée, aux élections. Je me suis retrouvée sur une liste avec un candidat et donc au sein d'une alliance du parti. En 2011, FCBE, et c'est avec FCBE que je suis allée aux élections avec mon titulaire. Par la réforme du système partisan, nous sommes devenus Union progressiste Le Renouveau et donc j'ouvre la parenthèse pour faire ce rappel important pour dire, avant d'aller donc à l'Union progressiste Le Renouveau, nous, en tant que parti politique, étant en alliance avec FCBE en ce moment, c'est le CPP. C'est avec le CPP que nous sommes allés à l'Union progressiste Le Renouveau. Mais entre-temps, le CPP avait changé de tête. On était allés en congrès et les camarades du CPP d'alors m'ont fait confiance en me confiant donc la présidence du parti. Et donc, c'est avec le CPP que nous sommes allés donc à la fusion pour l'UP Le Renouveau. Et bien évidemment, l'Union progressiste devait aller aux élections en 2019. Et je me suis retrouvée donc candidate sur la liste en 2019 dans les collines, dans la 9e circonscription électorale. Et c'est le choix du parti. Mon positionnement, c'est le choix du parti. Malheureusement, nous ne voulons pas revenir sur les événements de 2019. Alors, nous n'avons pas été élus. En 2023, étant dans la position de directrice de l'administration de l'UP, le parti, dans les positionnements, a demandé que je puisse aller aux élections à Cotonou dans la 16e circonscription électorale. Et donc, je suis allée aux élections à Cotonou dans la 16e circonscription électorale. Je ne veux pas revenir sur les résultats parce que tout le monde connaît les résultats et il y en a qui en parlent même un peu de façon exagérée. Et donc, 2023, c'est passé, nous serons bientôt en 2026. Je n'ose plus vous demander si vous avez d'autres ambitions politiques. À vous voir, vous paraissez bien jeune et débordante d'énergie, surtout que vous êtes sportive. Et heureusement vous dites que je parais jeune. C'est vrai en plus que je voudrais rester tout le temps jeune. Mais vous l'êtes. Ça me permettra de continuer et de montrer à la jeune génération, à mes sœurs, mais aussi à mes frères, que tout est une question de vision et que tout se passe aussi dans notre tête. Dans la vie, il faut se tracer des objectifs, il faut trouver les moyens qu'il faut pour aller de l'avant. Et aussi qu'il faut toujours essayer de se mettre dans la bonne position, de trouver toujours la bonne position et se mettre dans cette position au bon moment. Dès lors que vous vous mettez dans la bonne position et au bon moment, il y a toujours ces regards, il y a toujours un regard qui vous capte et qui se dit, ah mais tiens, ça c'est une valeur, ça c'est une compétence, ça nous pouvons compter là-dessus. C'est ce que nous devons tous faire dans nos domaines respectifs. C'est ce que j'ai fait au quotidien. Et à la jeune génération de dire aussi que nous pouvons l'imiter. Nous pouvons l'imiter. Voilà, nous avons une dame qu'on a toujours vue, elle n'a jamais lâché, quelles que soient les difficultés, elle continue. Donc, nous aussi, nous devons continuer, quelles que soient les difficultés. C'est ça. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, Christelle Ndonumbo, on peut dire que vous êtes également femme de plume, puisqu'il y a quelques années, vous avez écrit et publié votre premier ouvrage intitulé « Accusé ». C'est d'ailleurs ici, vous l'avez apporté. Accusé, mais pas coupable. Nous étions en 2017, si j'ai bonne mémoire. Oui, je pense que accusé mais pas coupable, je l'ai écrit par la force des choses. Je l'ai écrit à la suite donc d'une situation et j'ai juste donné ma part
de vérité. C'est ça. Et avec accusé, mais pas coupable, j'ai fermé cette page-là. J'ai fermé cette page-là, mais chaque fois que je lis, chaque fois que je fais lire, j'ai toujours cette envie donc d'écrire. Et je pense que à mes temps perdus, j'essaye de griffonner certaines choses et que dès que le moment viendra, je saurai comment faire la compilation et partager avec les Béninois et les Béninoises qui aimeront bien jeter un coup d'œil. Un ouvrage de 140 pages. Voilà, 140 Très intéressant, pages. j'imagine. Oui, 140. Il faut lire et puis je pense que c'est une expérience que je voudrais juste partager avec les uns et les autres pour dire que dans la vie, c'est pas toujours en ligne droite. Ça, et puis après, on revient, on tombe, on se lève, on reprend, et puis voilà, la vie, elle est ainsi faite. Et comme le dit quelqu'un, la vie, c'est l'endroit où, ben, écoutez, hein, on vous bouscule tous les jours sans vous présenter des excuses. Et donc, tel que elle se présente, vous vous adaptez et puis vous continuez votre chemin. C'est ça. Je l'avais dit, 26 minutes nous est insuffisante pour parler de tous les paramètres. Nous égrenons alors les dernières secondes de cette émission. Mais avant de la conclure, nous allons vous poser quelques petites questions qui vont permettre aux téléspectateurs de mieux vous connaître. Des questions hors du cadre professionnel, bien sûr. On y va. Et Christelle Mundonumbo, s'il vous était donné de vous qualifier en un seul mot, lequel serait-il? En un seul mot, un mot composé. Alors, audace responsable. Audace responsable. Et quel est votre plus grand défaut? Je sais pas comment je vais vous l'expliquer. Mon plus grand défaut, je ne sais pas quémander. Mais est-ce que c'est un défaut? Il y en a qui pensent que c'est un gros défaut, mais je ne quémande pas. Et quels sont vos loisirs préférés? Mes loisirs préférés, c'est ce que vous me voyez faire. Je vais vers les gens, je parle avec les gens, je tends la main aux plus vulnérables. Quand je dois m'occuper de moi-même, je m'occupe de ma famille. Je me balade, j'aime bien me balader, j'aime bien rire, j'aime bien danser quand cela m'arrive. Et voilà, je fais un peu de sport. Voilà. Oui. Et quel est votre plat préféré? Parce que peut-être qu'après cette émission, je peux prendre l'engagement de vous offrir votre plat préféré. Bon, ben, écoutez, vous savez, il y a quelques jours, on s'était retrouvés dans une petite cérémonie et j'ai croisé un ami qui est allé se servir et qui me disait, mais pourquoi vous servez le même plat? En temps, la personne avait croisé ma sœur aînée avec le même plat. Et c'était un plat de pâte noire avec crin-crin. C'est ça. Voilà. Pâte noire avec crin-crin. Voilà. C'est une chose que je réussis très bien. Je préfère la préparer. Invitez-moi de ma propre main. D'accord, invitez-moi, ça serait avec plaisir. Et personnellement, moi, je suis curieuse puisque on vous connaissait avec des cheveux, des tresses, des différentes sortes de coiffures, mais depuis plusieurs années là, c'est un changement de style. Qu'est-ce qui nous vaut ce changement de style-là? Alors, je crois que Coco Taillé, ça fait bientôt 5 ans. 5 ans à la suite, oui, je l'ai expliqué plusieurs fois à certaines personnes. Je pense que vous comprendrez que je dis vrai. Non, c'est suite donc aux cérémonies de décès de mon feu père que je me suis soumise donc à cette cérémonie. Et par la suite, j'ai découvert que ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent. Je pense qu'on me fait gagner en santé. Je n'ai plus chaud. Je ne traîne pas les microbes. Je ne dis pas que vous traînez les microbes. Non, pas du tout. Je me sens très visée là, du coup. Ah non, 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 pas du tout. Excusez-moi. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Je ne sors pas de chez moi pour le faire. J'ai mon coiffeur traditionnel, qui est mon époux, qui est là et qui m'aide à le faire. Donc, je me dis, mais pourquoi pas? Et puis, ça me va bien. Et comme je le dis, je suis Christelle, hein, je suis Christelle et je resterai Christelle. Je dis aux gens, ben, ça permet aussi de me faire distinguer. Quand je viens, quand on voit, ah ben oui, ça permet que, bon, je sois démarquée. Donc, quand je viens, on dit, ah, elle est là. Quand ça passe, on dit, il semble que c'est Christelle. Et donc, je dis, tant mieux. Et les Béninois aiment bien ça. Je pense aussi que, par le passé, on se coiffait, on avait la tête, donc je suis revenue complètement
dans la tradition et puis je préfère la garder ainsi. Peut-être qu'un beau jour, je vais essayer de faire comme vous en Vous prenant verrez mon que courage à deux, mais... vous serez bien jolie avec. Ah oui? Ah oui, c'est vrai que on a peur, on se dit, mais à quoi elle ressemblera ma tête actuellement, si je ne promets pas encore, hein. Peut-être que ça viendra. Non, il faut l'essayer puisqu'on a toujours les moyens de cacher. Donc, dès que vous l'essayez, vous verrez que vous ne mettez plus de perruque, plus rien du tout. Et puis, ça. Ah oui. Christelle Mundolumbo, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a plu et je pense que je repasserai ici avec plaisir. Je voudrais vous remercier les Béninois et les Béninoises qui vont suivre cette émission. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer certaines qui sont déjà passées ici. J'ai vu des femmes députées passer, d'autres femmes personnalités de ce pays passer. Je pense que c'est un bon créneau que vous donnez pour que nous puissions, au-delà de la profession, nous puissions venir parler aux Béninois et surtout aux Béninoises pour dire à nos filles, à la génération montante qu'elle peut et qu'elle doit d'ailleurs et qu'il faut qu'elle prenne son courage à deux mains. Le regard extérieur, il faut essayer de gérer le regard extérieur, il faut savoir gérer il faut même mettre à profit à des moments donnés le regard extérieur pour avancer. Et à la femme béninoise, je voudrais lui dire qu'elle reste le pilier de notre République. Christelle Mundolumbo, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je recevais pour vous, comme vous le savez, vous l'avez vu, Christelle Mundolumbo, épouse Aliosa. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant toute cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour un prochain numéro de Femmes Leaders.